Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue au webinaire de ce soir, donc spécial dentaire. Donc le temps que tout le monde arrive tranquillement, je vais vous présenter un petit peu rapidement la plateforme. Donc ici, en fait, vous avez donc notre webinaire va se composer en 2 temps. Donc vous avez une première partie jusqu'à 19h30, ça va être donc l'intervention de nos 2 invités ici présents, puis une seconde partie où ça sera vraiment dédié aux questions-réponses. Donc pour cela, vous avez un onglet chat Q et R pour poser vos questions. Vous n'aurez pas accès ni à votre caméra, ni à votre micro. Donc, dès que vous avez une question, posez-la. Et puis ensuite, on les posera donc à nos 2 invités ici pour la dernière demi-heure. Sachez aussi que si vous avez besoin de nous quitter au cours de la présentation, un replay sera disponible quelques jours plus tard. Donc, vous pourrez quand même consulter le webinaire dans son intégralité. Donc voilà, donc moi je suis Estelle de Rotteler, je suis chargée de communication et marketing pour l'Institut français d'hypnose. Ici avec moi, donc nous avons Ronan Le Saoud qui est directeur de l'Institut et nos 2 invités, donc nos 2 intervenants de ce soir, donc chirurgien dentiste, donc le professeur Vianney Descroix et le docteur Marine Socha. Donc voilà, je vais les laisser se présenter à leur tour et en attendant, je vais vous diffuser un petit sondage tout simplement pour apprendre à vous connaître un petit peu. Donc c'est très rapide, vous avez juste à cocher la réponse vous concernant. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc on est ensemble ce soir pour un webinaire sur l'hypnose et les soins dentaires. Et notamment, on va s'intéresser à la gestion de la douleur et de l'anxiété, qui sont des choses qui reviennent souvent dans l'intérêt de l'hypnose en dentisterie. Vianney, je te laisse te présenter. Merci Marine, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Vianney Descroix, je suis chirurgien dentiste à Paris. Je vous reçois ce soir dans mon bureau de doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Paris, où je suis également professeur de pharmacologie et praticien hospitalier à la Pitié-Salpêtrière, où j'ai une consultation de douleurs chroniques et d'hypnose médicale. Et moi, donc, je m'appelle Marine Socha, je suis chirurgien dentiste en omnipratique. Je travaille à Guérande, la ville où on fait le sel. Je suis aussi formatrice en hypnose médicale, voilà, et avec l'Institut français d'hypnose régulièrement, et puis pour moi à d'autres moments. Et puis, c'est aussi une rencontre avec l'Institut français d'hypnose ce soir, et on va laisser Ronan présenter cet institut. Oui, alors tout à fait. Alors, l'Institut français d'hypnose, bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc c'est une vieille maison fondée en 1990 par le professeur Didier Michaud. Donc, on forme en hypnose et en communication thérapeutique uniquement les professionnels de santé, parce que l'hypnose est un complément à une formation initiale et tous nos formateurs sont eux-mêmes professionnels de santé. À peu près la moitié de notre activité se fait dans les établissements hospitaliers et l'autre moitié dans nos locaux, soit à Paris, soit dans un certain nombre de villes en province. Vous pouvez trouver des informations sur nos formations sur le site hypnose.fr. Et j'en profite pour vous préciser que la prochaine formation pour les dentistes et les assistants dentaires aura lieu à partir du 11 septembre. Voilà, sur ce, je vais rendre la parole à Vianney et Marine. Merci encore, Marine et Vianney, pour votre participation ce soir. Merci Estelle également pour l'organisation. Je pense qu'on va passer une soirée très instructive. Et merci à tous les participants également. Alors voilà, ce petit sondage qui est fait, c'est une manière de mieux vous connaître. Alors un webinaire, on va pas pouvoir vous interroger un à un, c'est pas l'objectif. En tout cas, on vous remercie d'être là, que vous soyez curieux, déjà formé, en cours de formation ou simplement intéressé pour savoir ce que l'hypnose peut apporter en dentisterie. On va commencer par une définition de l'hypnose. L'hypnose, c'est avant tout un état modifié de conscience, mais c'est aussi le mot qui est utilisé pour la technique qu'on utilise pour obtenir cet état modifié de conscience. On pourrait dire qu'être en hypnose, c'est être dissocié, mais être dissocié de manière naturelle, alors plus ou moins spontanée. Ça peut être spontané ou ça peut être induit, et c'est ce qui se passe dans le cadre des soins dentaires, par exemple, quand on travaille avec l'hypnose. Une autre manière de se représenter cette dissociation, c'est de se dire qu'on fait travailler la partie imaginaire de son cerveau.
Là, par exemple, si vous êtes attentif à ce qu'on raconte, vous pouvez vous dire, je suis en train d'écouter attentivement et de faire en sorte de comprendre ce que Vianney et Marine racontent ou vont raconter. Ça, c'est une partie, ce qu'on appelle de la conscience critique. C'est-à-dire que votre cerveau réfléchit, analyse les informations qui arrivent, les classes, et vous pourriez nous faire une réponse. En état d'hypnose ou en état dissocié ou en état imaginaire, quand on travaille avec l'imaginaire, et ben voilà ce que ça pourrait être. Je regarde les fleurs sur ce dessin et je suis en train de penser au printemps, aux beaux jours qui arrivent, au soleil qui se couche plus tard et peut-être même à la sensation de l'herbe sous les pieds. Alors évidemment, j'ai complètement changé ma voix, ça vous l'avez bien entendu, et le simple fait de changer cette voix, de parler de choses comme ça qui relèvent de l'imaginaire, puisqu'évidemment, sauf peut-être pour certains, mais vous n'avez pas tous de l'herbe sous les pieds. Mais rien que de faire appel à cette sensation-là, il y a des choses qui bougent dans le cerveau et on est un peu déconnecté de la réalité. Et en fait, c'est cette faculté-là que l'on a tous, qu'on utilise dans l'hypnose et pour travailler avec l'hypnose. Il y a aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est que l'hypnose, ça n'est pas un métier. C'est une technique additive. On fait de l'hypnose en plus. Nous, on est chirurgiens dentistes et on soigne avec l'hypnose, avec plutôt que sous hypnose. Moi, je fais de l'omnipratique avec l'hypnose. Je soigne plutôt de la douleur aiguë. Vianney, lui, il est plus tourné vers la douleur chronique, mais voilà, avec une pratique médicale à la base. Il y a aussi une petite précision qu'on peut faire. Dans l'hypnose, il y a l'hypnoanalgésie, qui est un outil utilisé dans la modulation de la douleur et de l'anxiété, donc hyper intéressant dans nos pratiques de chirurgie dentaire. Et puis, il y a l'hypnothérapie, qui est un outil utilisé dans le cadre d'une thérapie psychologique. En ce moment, on entend beaucoup parler d'hypnose, on en entend souvent parler dans le cadre de la thérapie, peut-être un peu moins dans le cadre de l'hypnoanalgésie. Ça commence un peu quand on entend au bloc opératoire, etc., les anesthésistes qui se forment. Mais ça, je pense, Vianney, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais qu'on entend parler depuis peut-être un peu plus longtemps de l'hypnothérapie, moins de l'hypnoanalgésie. Mais l'hypnose, elle se fait avec un soignant et un patient, évidemment, mais aussi avec un objectif, c'est-à-dire pourquoi on ferait de l'hypnose? Quel est l'objectif pour lequel on fait de l'hypnose? En dentisterie, si je parle de l'omnipratique, eh ben, l'objectif, c'est souvent le soin. On fait de l'hypnose pour faire un soin à ce patient. Et ça se fait avec un lien de confiance qui doit être réciproque, c'est-à-dire le patient doit avoir confiance en vous, mais vous devez avoir aussi confiance dans ce qui peut se passer avec le patient. L'hypnose, c'est quelque chose que l'on peut objectiver, c'est-à-dire qu'il y a des signes de l'hypnose. D'abord, on va observer une focalisation de l'attention. Le sujet semble très concentré. Ça peut être même une absorption profonde et une dissociation. Quelqu'un qui répond plus vraiment, qui a un petit temps de latence pour répondre. Ça peut être des signes de dissociation et donc d'état hypnotique spontané ou induit. Et dans cet état dissocié, dans cet état où votre cerveau fait travailler son imaginaire, il y a une réponse à la suggestion qui est augmentée. Donc, si on prend le cadre du soin dentaire, un patient qui arrive au cabinet en état de transe, donc la transe, c'est l'état dissocié, de dissociation spontanée mais plutôt négative. C'est-à-dire, il ne répond pas tout à fait aux questions, c'est un peu comme s'il n'était pas là, mais en fait, c'est la peur qui induit cette dissociation négative. La suggestion de douleur va résonner encore plus. À l'inverse, dans l'hypnose, on va passer cet état dissocié négatif du côté positif et la suggestion de confort va avoir encore plus de résonance. Hop. Alors, voilà. Rappelez-vous qu'être hypnotisé, c'est un mot du quotidien. On dit souvent « Ah, il est hypnotisé par ce qu'il regarde » quand on pense à des enfants qui regardent des manèges ou qui regardent des machines à laver. Voilà, un enfant peut rester très longtemps devant une machine à laver, comme ça, à la regarder tourner.
bon, on change de centre d'intérêt en grandissant, mais pourquoi pas? C'est un côté un peu hypnotique parce qu'effectivement, ça tourne, c'est répétitif, il y a un bruit un peu régulier, monotone, et tout ça, ça induit ou ça peut accompagner un état dissociatif naturel. Pour faire écho à ce pouvoir de l'imagination, on va vous partager une petite vidéo. Alors, et vous allez voir comment la machine à laver peut être un support à l'imagination. Qualtis, deeply different. Voilà. Alors, les publicitaires s'emparent souvent de cette capacité à l'imagination que nous avons. Souvent, quand on monte cette vidéo, je remercie d'ailleurs Dorothée, qui est également formatrice à l'IFH, qui me l'a transmise. Quand on monte cette vidéo, il y en a qui mettent un petit peu de temps à voir que ce sont finalement que des vêtements poissons. Mais des fois, il faut quelques secondes pour comprendre que ce ne sont que des vêtements et pas des poissons dès le début. Hop, je remets la présentation. Ah. Alors, excusez-moi parce que je ne sais pas comment revenir. Voilà, à la bonne slide. Et puis pour la partie neurosciences, eh bien, je laisse la parole à Vianney qui est bien plus compétent que moi sur ce sujet. Merci beaucoup, Marine. Comme vient de vous le dire Marine, il y a dans cette pratique de l'hypnose, et c'est important de bien considérer que l'hypnose, c'est un accompagnement de nos soins que l'on fait avec l'hypnose, ce que l'on sait faire sans hypnose. Ce n'est pas parce qu'on pratique l'hypnose qu'on soigne des caries ou qu'on soigne des gingivites avec l'hypnose, mais nos soins vont être accompagnés par l'hypnose, et comme l'a dit Marine, pour entraîner un phénomène le plus souvent d'analgésie, parfois même d'anesthésie. Et la découverte du fonctionnement de l'hypnose, parce que l'hypnose, ce n'est pas simplement parler à quelqu'un, c'est aussi modifier, comme l'a dit Marine, son fonctionnement cérébral. L'apparition de la connaissance des processus neuroscientifiques est assez récente. C'est à la fin des années 90, dans les débuts des années 2000, que les premiers chercheurs, notamment un médecin anesthésiste qui était à Bruxelles, Marie-Elisabeth Fémonville, qui a eu l'idée de regarder comment fonctionne le cerveau de quelqu'un qui est en train de se faire opérer et qui est accompagné par l'hypnose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est aperçu que le cerveau de quelqu'un qui est en train de faire de l'hypnose n'est pas un cerveau qui dort, ce n'est pas un cerveau qui se souvient de quelque chose, mais c'est un cerveau qui a une activité cérébrale tout à fait spécifique. Tu peux peut-être passer la prochaine diapositive, Marie. Et donc, vous voyez sur cette diapositive, alors il est beaucoup trop tard pour rentrer dans les détails scientifiques, mais ce sont ces images de cerveau qui ont été les premières images véritablement qui ont montré qu'il y avait une vraie différence d'activité cérébrale entre un cerveau qui se souvient, donc quelque chose qu'on appelle d'autobiographique, et puis quelqu'un à qui on propose une expérience hypnotique. Et ce qui est très intéressant dans cette expérience hypnotique, Marine nous l'a déjà un peu dit dans ce qu'elle nous a proposé comme définition de l'hypnose, eh bien, on voit, pour ceux qui connaissent les différentes régions du cerveau, on voit qu'il y a une activité très forte, par exemple, dans le cortex visuel. Quelqu'un qui est hypnotisé a son cortex cérébral de la vision qui est fortement activé. Mais pas simplement ce cortex visuel, il y a aussi tout le cortex prémoteur, c'est-à-dire toute cette partie du cerveau qui gère les mouvements des individus. Et puis, il y a une partie qui est très importante dans le cerveau aussi, qui est la partie qu'on appelle préfrontale, qui est capable de raisonner. À partir de ces premiers travaux de Marie-Elisabeth Fémonville,
dans les années 1999-2000, il n'était plus question de dire que quelqu'un qui faisait de l'hypnose s'endormait ou se laissait simplement absorber par une histoire intéressante. On a su à partir de ce moment-là que le cerveau des personnes hypnotisées vivait la suggestion qu'on pouvait leur faire. Et c'est comme ça que l'on a compris que finalement, quand on fait de l'hypno-analgésie, quand on fait de l'hypnosédation, quand on fait de l'hypno-anesthésie, c'est pas simplement que l'on distrait quelqu'un comme si on lui montrait un film, comme si on lui racontait une histoire, mais on demande à son cerveau de reproduire des processus que le cerveau connaît déjà, dont notamment, par exemple, des processus d'anesthésie ou d'antalgie. Tu peux passer, voilà. Je te relaisse la parole. Alors voilà, tout ça, c'est un peu les bases. Et alors, comment est-ce qu'on fait de l'hypnose finalement dans le cabinet? Alors ça, c'est la recette. Je dis souvent, ça c'est comme quand les grands-mères, elles ont un super plat, elles vous donnent la recette, il y a écrit 3 ingrédients, et c'est vachement bon, et si vous essayez de refaire comme ça, vous, ça ne donne pas forcément grand-chose si on n'a pas les petites astuces. En fait, la recette de l'hypnose, elle est finalement assez simple. Cette frise, je l'ai faite avec en haut le médico-praticien, c'est-à-dire le praticien médical que vous êtes, que vous soyez dentiste, médecin, infirmier, enfin bon, que sais-je. Vous rencontrez un patient, vous l'installez, bon, soit. On définit l'objectif. Alors, l'objectif, c'est pourquoi il est là, bon, qui doit quand même être commun. A priori, on ne fait pas quelque chose à un patient si on n'a pas envie qu'il lui fasse, et vice-versa. On ne fait pas quelque chose qu'on ne considère pas être bon pour le patient. On fait le soin et puis il y a un au revoir. Avec l'hypnose, donc qui est une technique additive, c'est-à-dire qu'on fait avec l'hypnose ce que l'on pouvait faire sans, on va prendre le soin de créer une alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est un peu plus qu'une rencontre finalement. C'est quelque chose dans lequel on va commencer à travailler la position de son corps en tant que praticien, l'utilisation de sa voix. On comprend que les suggestions résonnent, donc on va prendre soin de cette rencontre. Ça permet aussi de nouer cette confiance réciproque. Et puis, une fois l'objectif défini, on va pouvoir installer une dissociation. Ça peut s'appeler une induction aussi, c'est-à-dire l'induction dans l'état d'hypnose. Donc, on va travailler avec la partie imaginaire du cerveau du patient. Ensuite, on travaille avec l'hypnose tout en faisant son soin. L'hypnose au cabinet dentaire, elle peut être induite et poursuivie par le dentiste ou par l'assistante dentaire ou par les deux. Ça va un peu dépendre des cabinets, des organisations. Et puis, une fois que le soin est terminé, c'est important de faire une réassociation, c'est-à-dire qu'on a induit un état d'hypnose, donc on ramène le patient. Et puis, alors là, il y a un merci. Le merci d'un patient qu'on a soigné avec l'hypnose n'est pas le même que le merci d'un patient que l'on a soigné tout court. Parce que, étonnamment, ce patient dont on dirait qu'il dort, parce que c'est un peu ça qui se passe, il ne parle pas, il reste la bouche ouverte, voire il a une main levée qui ne bouge pas. En fait, il vit des choses, des suggestions très positives qu'on va lui proposer, du confort, parfois une balade, parfois un souvenir agréable. Enfin, ça peut être différents éléments. Et pour le patient, il dit: «C'est fou parce que en fait, j'étais vraiment là». C'est-à-dire qu'à la fois, il a pu utiliser, parce que vous l'accompagnez, son cerveau à penser à autre chose et pour autant, il a éminemment conscience d'avoir participé aux soins dentaires. Donc évidemment, le merci est hyper, important et gratifiant. On va voir une vidéo d'une patiente soignée avec l'hypnose. C'est une patiente chez qui on réalise des extractions au cabinet. Alors, c'est une patiente assez anxieuse, mais d'ailleurs, elle va le dire, vous allez voir son témoignage. Donc, une patiente anxieuse à qui on extrait des dents, avec qui on a un bon lien, une bonne alliance thérapeutique, ça c'est OK, qui a une bonne alliance aussi avec mon assistante qu'elle connaît depuis encore plus longtemps que moi. Pour autant, c'est jamais un moment évident pour elle, mais je vous laisse découvrir la suite. C'est une vidéo qui dure 5 minutes. Alors pour revenir un petit peu sur cette vidéo, voilà. C'est le VACOG, c'est une deuxième partie de la recette, c'est les épices qu'on utilise pour permettre l'hypnose. On fait appel aux 5 sens. VACOG, c'est V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, c'est-à-dire le toucher,
O et G, olfactif et gustatif. Mais bon, si vous voulez découvrir tout ça, là, ça va être un peu court, il va falloir venir en formation. J'ai aussi pris soin de noter les durées, parce que dès lors qu'on se met à monotoniser la voix, à parler doucement, ça devient assez difficile de savoir combien de temps ça dure. Donc, quand j'ai écrit 3 minutes, 3 minutes 30, c'est réellement le temps que j'ai mis entre le moment où j'ai démarré l'induction hypnotique et le moment où on y allait, où elle a gardé la bouche ouverte tout le long du soin. Donc finalement, hypnotiser, c'est apprendre à travailler avec l'imaginaire du patient avant toute chose. Et apprendre à travailler avec sa sensorialité. Voilà, VACOG, ce que je viens de vous dire, les 5 sens avec lesquels on vient travailler dans la suggestion. L'émotion nous égare, c'est son principal mérite. C'est une citation que j'aime bien. Et finalement, en hypnose, on va faire avec ce qui est déjà présent. Là, ces 3 photos, c'est des photos qui sont prises au cabinet. Je vous invite demain à regarder le nombre de patients qui sont installés dans ces positions-là. Un doigt levé, une main levée, des fois c'est même un peu plus haut, parfois c'est une jambe levée. Ça, ce sont 3 photos qui sont prises chez les patients qui ne sont pas dans un accompagnement hypnotique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne fais pas d'hypnose. Une fois, c'est ma collègue, voilà. Il n'y a pas d'hypnose, c'est des états spontanés, en fait. Et c'est très fréquent. Cet état avec une main suspendue, une jambe, ça s'appelle une catalepsie. Et la catalepsie, c'est un signe de dissociation, spontanée ou pas. Et quand on regarde les images des dentistes qui arrachaient les dents sur les places du village, très souvent, les patients sont représentés avec une jambe en l'air. Là aussi, c'était une catalepsie. Donc, en fait, la dissociation, c'est un signe de fonctionnement hypnotique du cerveau, mais ce fonctionnement hypnotique, il peut être du côté négatif, c'est-à-dire que la suggestion à la peur est renforcée, ou du côté positif. Ça, c'est quand on fait de l'hypnose et d'hypnoanalgésie. Faire de l'hypnose, pour ceux qui auront envie d'apprendre, c'est avant tout savoir comment instaurer un dialogue et une communication avec un patient dissocié. Finalement, les patients qui arrivent au cabinet dentaire, ils sont déjà pour beaucoup dans leur imaginaire. C'est-à-dire, ils arrivent, oh, mais je suis sûre, là, vu comme j'ai mal, c'est sûr, vous allez m'arracher la dent. Alors vous voyez le truc, il y a peut-être, je ne sais pas, un soin à faire, mais on n'est pas du tout dans une notion d'extraction. C'est bien qu'ils ont fait travailler l'imaginaire de leur cerveau à ce moment-là. Donc on peut être dissocié parce qu'on a très mal aussi. Quelqu'un qui a très mal, il est pas tout à fait là, parce qu'on est anxieux, parce que l'environnement vous stresse aussi. Et on le fait au service d'une confiance réciproque et d'un projet de soin. On le fait pour une raison précise qui est le projet de soin, ça c'est important. À l'inverse du spectacle où on le fait pour rire. Donc ça nécessite du dialogue, de la communication, de la confiance, et puis utiliser cette dissociation. Alors l'hypnose, est-ce que ça marche vraiment? Et je laisse Vianney reprendre la parole. C'est un point, merci Marine, c'est un point qui est vraiment essentiel aujourd'hui en 2025, de savoir si on a des preuves de l'efficacité de nos méthodes. Et vous savez que c'est un enjeu évidemment à la fois scientifique, c'est un enjeu médical. Vous avez vu ce qu'est capable de faire Marine avec ses patients, c'est-à-dire quand même les envoyer, les mettre dans un état psychologique très particulier qu'on appelle cet état de dissociation, et que nous sommes des soignants, nous sommes des professionnels de santé, et que les méthodes que nous utilisons doivent être évaluées de la même façon qu'on évalue l'efficacité du paracétamol ou de l'articaïne dans nos pratiques. Il est éthique, il est nécessaire d'un point de vue de santé publique, d'un point de vue scientifique et médical, que nous puissions avoir des éléments concrets, factuels, qui permettent de dire que la pratique de l'hypnose est efficace. Et puis, c'est un autre enjeu aussi pour les pouvoirs publics de savoir s'ils peuvent, par exemple, prendre en charge la formation des professionnels de santé de l'hypnose, si effectivement il y a un intérêt pour nos patients, pour nous, de pratiquer l'hypnose. Alors, ça fait partie de mon métier, moi, d'universitaire, d'évaluer ces pratiques, de lire les articles scientifiques, les études qui sont faites sur l'hypnose, et puis également de réaliser des études cliniques. Des études cliniques qui sont toujours un peu complexes lorsqu'on parle de ces méthodes, qui sont quand même des méthodes
Marine l'a dit, qu'on appelle le psychocorporel, c'est-à-dire que va rentrer en jeu dans l'efficacité de l'hypnose, Marine vient de le dire, cette notion de relation, de communication thérapeutique, et qu'il est toujours un peu délicat d'évaluer ces méthodes. Là, je vous montre très rapidement une étude que nous avions faite à la Pitié-Salpêtrière il y a quelques années maintenant, où nous avions cherché à évaluer l'efficacité de 3 méthodes de sédation et d'antalgie, où on a finalement évalué la douleur, la qualité de vie, la quantité d'anesthésique que nous devions utiliser dans un groupe de patients à qui on extrayait des dents de sagesse simplement avec une anesthésie locale, versus cette avulsion de dents de sagesse en utilisant des méthodes de pharmacosédation, vous savez, avec l'hydroxysine, la Tarax, qu'on associait à l'utilisation du Calinox, ce fameux méopa, ce mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, et puis versus un troisième groupe où je permettais aux patients de rentrer dans cet état hypnotique et de bénéficier de l'extraction des dents avec l'hypnose. Tu peux passer la diapositive suivante. Alors, c'est une étude qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'investissement, qui demande de mesurer évidemment beaucoup de paramètres différents, parce que si on veut valider quelque chose de scientifique et de rationnel, et encore une fois, en 2025, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas utiliser de méthode qui n'ait pas été évaluée correctement, avec une évaluation stricte et scientifique. Et là, je vous montre juste un des résultats, parce que cette étude avait permis d'avoir un très grand nombre de résultats très intéressants, notamment sur la consommation des antalgiques post-opératoires après les dents de sagesse, notamment par rapport à l'utilisation du nombre de cartouches d'anesthésie ou la sensation post-opératoire de nos patients. Là, c'était un indice que j'aime bien, qui est une sorte d'impact sur la santé orale et sur la qualité de vie orale de nos patients, quelques heures après l'intervention, vous voyez H6, et puis dans les 7 jours après l'intervention. Et c'est très, très intéressant parce que ce résultat montre que l'hypnose a un effet rémanent, c'est-à-dire que les patients qui ont été soignés avec l'hypnose vont garder, on appelle ça dans notre jargon des suggestions post-hypnotiques, vont garder un effet rémanent de leur séance d'hypnose. Et parce qu'ils ont été opérés dans un état psychologique particulier, où ils sont très détendus, très relâchés, ou comme Marine vous l'a dit, ils vont jouer avec leur imaginaire pendant 45 minutes d'extraction de dents de sagesse, eh bien, les suites post-opératoires vont être complètement différentes. Et cette diapositive montre que dans le groupe qui a été opéré avec l'hypnose, eh bien, on a une amélioration très significative de la qualité de vie post-opératoire, par exemple. Ce sont des patients qui ont été beaucoup moins agités pendant l'intervention, ce sont des patients qui ont été moins anxieux, moins effrayés pendant l'intervention, et nécessairement, ils vont avoir des suites post-opératoires beaucoup plus favorables. Alors, tu peux passer peut-être la diapositive suivante, c'est la même chose, et ça, c'était un point absolument remarquable pour nous, pour les pouvoirs publics. Les patients qui sont opérés avec l'hypnose consomment beaucoup moins, statistiquement, et c'est très significatif, d'antalgiques post-opératoires, consomment moins de codéine, consomment moins de tramadol, que les patients qui ont été opérés simplement avec une anesthésie locale, et même chez les patients qui ont été opérés avec de l'hydroxysine et du méopa. Et puis, le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, en post-opératoire, les patients qui ont été opérés avec l'hypnose présentent moins de douleurs post-opératoires que les autres. Alors ça, c'est ce que nous avions validé dans notre étude à la Pitié-Salpêtrière. Et puis, ce sont des résultats que l'on retrouve finalement dans beaucoup d'études scientifiques, à la fois en chirurgie orale, en médecine bucco-dentaire, en médecine dentaire, mais également dans tous les autres champs de la chirurgie, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on utilise l'hypnose dans beaucoup d'interventions chirurgicales, en dehors des interventions stomatologiques, mais par exemple dans des interventions chirurgicales endocriniennes sur les glandes de thyroïde, sur des chirurgies cardiovasculaires. On a à Saint-Joseph toute une équipe de chirurgiens vasculaires qui font des chirurgies sur l'aorte avec l'hypnose, qui accompagnent leurs patients. Il y a toujours une anesthésie locale et de l'hypnose. Tu peux peut-être passer la diapositive suivante et je te rends la parole. Merci Vianney. Et puis finalement, un peu pour pré-conclure cette présentation, pourquoi faire de l'hypnose ? On commencerait par dire que ça permet de développer des compétences en communication dont on a tous besoin, alors avec nos patients, avec nos équipes, dans notre vie personnelle aussi, allons-y, mais
déjà, même avec l'équipe, ça change aussi des choses. Ça permet d'exercer avec plus de sérénité, dans de meilleures conditions. Parce que tout d'un coup, quand les patients phobiques ou anxieux deviennent des patients où vous savez que vous allez pouvoir travailler avec leur imaginaire qui, de fait, est très présent et très fertile, eh ben, ça rend l'après-midi beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus légère de savoir qu'on a un outil fiable, reproductible qu'on va pouvoir utiliser. Ça permet aussi d'avoir des vrais outils de modulation de la douleur et de l'anxiété. Donc, l'hypnoanalgésie, il y a effectivement, quand on utilise l'hypnose, et Vianney vient de le faire d'une manière, et de vous l'exposer d'une manière très scientifique, moins de douleurs ressenties pendant et après. Et on peut aussi, avec l'hypnose, gérer le réflexe nauséeux, le débit salivaire quand il y a trop de salive, le bruxisme. Il y a vraiment des bons résultats dans nos pratiques. Et puis enfin, développer un exercice de soignant encore plus humain. L'hypnose, c'est avant tout une pratique centrée sur l'humain, sur la personne. Et puis je dirais même sur les personnes, parce que sur la personne qu'est le patient, mais sur la personne que vous êtes vous aussi. Et on se préserve aussi beaucoup quand on travaille avec l'hypnose de choses qui ne nous appartiennent pas. Un patient qui a très peur, évidemment, il faut l'accompagner, évidemment, va falloir faire avec, puis en plus, chez nous, c'est quand même assez fréquent. N'empêche que ça ne nous appartient pas, sa peur, et pouvoir accompagner un patient à ce qu'il n'ait plus peur, c'est quand même assez génial. Alors, pour aller plus loin, parce qu'on espère avoir planté quelques petites graines d'hypnose dans vos cerveaux imaginaires et critiques, je ne sais pas si c'est moi qui présente, c'est toi, Ronan, ou Vianney? On, on peut se partager. Donc, effectivement, merci beaucoup déjà, Marine et Vianney, pour cette présentation très intéressante et très complémentaire. C'est un point qu'on trouve particulièrement intéressant à l'IAFA, justement, de faire intervenir des personnes qui ont des savoir-faire complémentaires et qui s'enrichissent. C'est justement l'esprit de la formation qui est proposée pour les dentistes, hein, donc un cycle dentiste, assistant dentaire, stomatologue, orthodontiste, mais avec des interventions de personnes qui ont des approches et des compétences complémentaires. Donc ça, c'est une des richesses de cette formation, et un cycle donc très spécialisé dentaire, mais qui permet de faire des évolutions aussi avec des séminaires d'approfondissement pour ceux qui le souhaiteraient, ou même un cycle expertise par la suite. Et Marine, peut-être que tu veux dire un mot également sur la formation que tu proposes. Ouais. Alors voilà, il y a ces formations longues qui sont hyper intéressantes parce que ça permet d'approfondir la pratique en fait. Hein. Quand on commence à comprendre ce que le cerveau est capable de faire, on a envie d'en savoir toujours plus. Et puis, moi, je propose aussi, alors de manière plus locale, hein, Saint-Nazaire, c'est-à-dire là où j'habite, et Clermont-Ferrand, là où j'ai fait mes études, des formations plus courtes. Alors, on va un peu découvrir ce qu'est l'hypnose, on va avoir des astuces de mise en pratique au cabinet, et c'est des formations qui peuvent aussi être une première approche pour aller ensuite vers des cycles plus longs où c'est intéressant de retrouver plusieurs formateurs parce que à chaque formateur, sa manière de pratiquer, sa manière d'expliquer. Et puis, pour comprendre le cerveau, on n'est pas trop de plusieurs formateurs pour vous l'expliquer parce qu'on en comprend tous un petit bout. Et après, chacun fait son bout de chemin avec ça. J'ai aussi écrit et illustré un livre qui sort en septembre prochain aux éditions Satas, qui s'appelle La carie et la magie. Dans l'idée, c'est un livre que vous pourrez déjà, même non formé, vous procurer. Ça permet d'être un support à l'imaginaire pour expliquer le soin carieux à un enfant qui devrait se faire soigner, donc un enfant globalement de 4 à 10 ans, quoi, à peu près. Et puis, c'est aussi pour encourager les parents, parce que les parents qui disent aux enfants « tu vas voir, ça fait pas mal, il y a la fraise, ça fait pas mal ». Bon, pour l'imaginaire de l'enfant, tout ça, ce qui retient, ça peut être mal. Bon, comment expliquer le soin dentaire? Comment l'accompagner dans un imaginaire? Donc, c'est un livre à apprivoiser, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que c'est aussi le support de votre imaginaire pour raconter votre histoire, ce que vous faites probablement déjà quand vous soignez des enfants. Et puis ensuite, il y a les réseaux sociaux de l'Institut français d'hypnose et de Hypnoma, donc de moi, sur lequel vous retrouverez toutes ces infos. Merci beaucoup. Alors, on a commencé à recevoir un certain nombre de questions de la salle. Est-ce que celle, tu veux commencer à les poser? Bien sûr.
Donc, on a une première question. Donc, faut-il faire une anesthésie locale pour soigner quand on fait de l'hypnose médicale? Alors, c'est une très bonne question. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Marine vous a parlé de cette capacité que nous avons à rentrer dans une forme d'imaginaire, dans une forme de suggestibilité. Et c'est une façon qu'on a aussi de mesurer la capacité qu'ont les gens de faire de l'hypnose. On dit souvent, je vais faire travailler ma suggestibilité pour entrer en hypnose. Et pourquoi je vous parle de ça à ce moment-là sur les anesthésies locales? C'est parce qu'on considère qu'il y a dans la population de nos patients uniquement 5 à 10% des patients qui pourraient être assez suggestibles pour que ce qu'on leur propose avec l'hypnose puisse suffire pour extraire une dent ou pour faire des soins. Et que la très grande majorité des gens ne supporteraient pas, même avec l'hypnose, des soins bucco-dentaires. Et puis finalement, quand on pratique l'hypnose, on renverse la question parce qu'une fois que le patient est hypnotisé, vous avez vu sur le film de Marine, le patient a véritablement une perception complètement différente de la réalité, une perception différente de son corps, une perception différente de ses sensations. Et ce qu'il craignait terriblement, qui était cette effraction de sa muqueuse avec une anesthésie locale, finalement, quand il est rentré dans l'hypnose, il ne sent même plus qu'on lui fait une anesthésie. Dans la très grande majorité des cas, il ne sent plus l'anesthésie, donc il ne craint plus ce moment. Et on sait en psychologie que ce moment de l'anesthésie est vraiment la période la plus inquiétante peut-être pour nos patients. Une fois qu'ils sont anesthésiés, que tout est insensibilisé dans leur bouche, ils sont quand même beaucoup plus détendus et beaucoup moins anxieux. Donc oui, on fait systématiquement les soins avec une anesthésie locale. Et oui, grâce à l'hypnose, ce moment de l'anesthésie locale est beaucoup moins effrayant pour nos patients qu'il l'est quand il n'y a pas d'hypnose. Et une question complémentaire de Jean-Philippe. Comment associer l'hypnose au homéopathie, par exemple, ou à un autre type de prémédication? Alors, au-delà de comment, c'est pourquoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à devoir associer, une fois qu'on pratique l'hypnose, homéopathe ou à des méthodes de sédation par voie orale comme l'hydroxyzine, par exemple? En fait, le méopa, le protoxyde d'azote, qui est vraiment le principe actif de ce gaz, est lui-même très dissociant. Donc, il y a quelque chose de très intéressant à associer l'hypnose médicale et le protoxyde d'azote parce qu'on renforce la dissociation. Et c'est vrai qu'on va assez vite proposer à nos patients l'association d'hypnose et de méopa, notamment quand ils sont très anxieux, où là, on va avoir une majoration des deux effets. Mais je rajouterais aussi, c'est comme ça qu'on forme les gens à la faculté ou à l'hôpital, c'est que pour pratiquer le méopa, il faut avoir un patient qui est lui-même un peu descendu et un peu dissocié. C'est-à-dire que pour utiliser correctement le méopa, on a vraiment besoin aussi d'y associer nos techniques de communication, nos techniques de suggestion, et que le méopa va d'autant mieux fonctionner que notre patient est hypnotisé. Donc il y a quelque chose qui est un cercle vertueux dans l'association de ces deux produits. Pour les autres produits de sédation pris par voie orale, ce n'est pas des bons produits, donc je ne vais pas en parler, mais l'association hypnose-méopa, elle est très intéressante, que ce soit chez les enfants, même chez des personnes qui ont des troubles autistiques, par exemple, ou des patients qui souffrent d'autres symptômes très anxieux. Parce qu'on a bien appris la communication thérapeutique, parce qu'on sait manipuler l'hypnose, finalement, l'utilisation du méopa va être encore plus efficace. Très bien, merci pour cette réponse. On a une question aussi sur la facturation. On nous demande si est-ce qu'on peut facturer l'accompagnement en hypnose lors d'un soin? Oui, c'est comme ça que Marine est devenue très riche, d'ailleurs, et vous ne le voyez pas, mais Exactement. Marine, c'est ton activité libérale. Je te laisse plutôt la parole sur cette question. Oui, on peut facturer l'accompagnement en hypnose. Il y a un code CCAM qui est le ARNP001, qui est un code non remboursable que l'on peut ajouter aux actes que l'on fait déjà. Voilà. Alors, je suis devenue très riche en ne le facturant pas. Je le facture très rarement parce que en fait, c'est quelque chose qui me fait gagner du temps, c'est quelque chose qui rend les soins plus confortables pour le patient et pour moi et pour mon assistante. Et puis voilà, c'est cette philosophie-là que j'ai choisie. Ça peut arriver que ce soit facturé, mais c'est quand même anecdotique. Mais pour quelqu'un qui déciderait d'en faire une pratique qu'il veut valoriser financièrement, c'est tout à fait possible de rajouter cette facturation d'hypnose. Voilà, et ça se justifie d'ailleurs. Je compléterai la réponse avec
d'autres indications qui sont importantes. Marine a parlé de l'intérêt de l'hypnose, par exemple, dans des troubles du comportement, le bruxisme, par exemple, hein, que moi je considère comme un trouble du comportement, ou parfois aussi les réflexes nauséeux, parfois aussi l'onychophagie, ces patients qui se rongent les ongles, et que, effectivement, on peut concevoir dans ces indications-là parfois d'avoir une facturation parce que le patient nous est adressé spécifiquement pour pratiquer de l'hypnose sur un problème de bruxisme ou d'onychophagie, et que là, on rentre dans les cadres très classiques, finalement, d'une entente préalable, d'honoraires qui sont connus et de séances d'hypnose qui ne sont pas des séances d'hypnose comme nous les a montré Marine, associées dans un soin, mais spécifiquement orientées vers une pratique qui serait une pratique orientée sur la modification d'un comportement. Et évidemment, je l'oublie, mais c'est très essentiel, et on a un séminaire à l'IFH sur cette question-là, qui est le sevrage tabagique, par exemple, où pour beaucoup de patients, il va y avoir un intérêt à pratiquer de l'hypnose, tout en restant dans une hypnose qui n'est pas une hypnothérapie réservée aux psychologues et aux psychiatres, mais dans l'hypnose médicale, sur des techniques de comment je peux mettre fin à mon addiction au tabac, comment je peux modifier mon comportement. L'hypnose pratiquée par les chirurgiens dentistes peut être très intéressante. Et dans cette indication-là, par exemple, le chirurgien dentiste peut se faire facturer ces séances d'hypnose. Tu as raison, c'est d'ailleurs effectivement ça, ce sont des séances qu'effectivement je facture. Quand il y a une séance réservée, effectivement, c'est un petit peu différent. C'est pas le gros de la pratique de l'hypnose au cabinet. Dites-vous bien que quand vous faites un soin avec l'hypnose d'une manière classique, comme je l'ai montré dans la vidéo, avec de l'expérience et de la pratique, hein, on est bien d'accord qu'il faut se laisser ce temps de le mettre en place, mais vous allez quand même très, très rapidement gagner du temps, du confort et du temps, parce que le patient qui reste la bouche ouverte, qui n'a plus ce besoin de déglutir, chez qui on a une anesthésie encore plus efficace et plus durable, eh ben, vous allez soigner naturellement plus de dents. Donc, en vérité, à ce moment-là, on s'y retrouve financièrement aussi, parce qu'on a pu réaliser plus de soins en une seule séance. Voilà. Très bien, merci. Du coup, Marine, tu as répondu à une question que l'on avait et qui revient fréquemment sur cette question du temps que cela prend de pratiquer l'hypnose. Donc, c'est intéressant d'avoir ton retour et sur justement le fait que ça peut faire gagner du temps. Et éviter Ouais. un certain nombre de Alors complications. voilà, ouais. Ça nécessite évidemment, quand on va en formation, on s'entraîne. Et puis après, il y a le moment où on est en cabinet où déjà il faut oser. Il faut commencer par oser, parler doucement au patient et par dire à un patient qui va se faire extraire des dents, c'est ce qu'on voit sur la vidéo, et simplement prendre ce temps pour vous et pour prendre soin de vous. Ah, mais je peux pas lui dire ça, il va penser que je me moque de lui. Non, en fait, il est en état dissocié, donc il va pas du tout penser ça. Mais une fois qu'on a commencé à oser, une fois qu'on commence à pratiquer, qu'on voit, on se rend très, très vite compte, hein, des bénéfices. Les patients vous le disent, mais nous aussi, en tant que praticiens, on s'en rend rapidement compte. Avec l'habitude, une induction. Moi, je filme régulièrement, quand je fais de l'hypnose, c'est 3 minutes, mais parce que je prends le temps des 3 minutes, hein, parce que c'est quand même vachement sympa ces 3 minutes-là, où je m'écoute un peu parler, où le patient est détendu avant de travailler. Et c'est de manière très reproductible, on est entre 2 minutes 50 et 3 minutes 20 ou 30 maximum. Et ça, c'est le temps d'induction. Bon, et le temps de retour, 1 à 2 minutes à peu près, donc 5 minutes sur la séance de soins. Bon, finalement, je pense qu'on retrouve vite ce temps. Donc non, ça ne prend pas de temps, si ce n'est le temps d'oser le mettre en place. Mais comme toutes les nouvelles pratiques auxquelles on se forme, hein, finalement. Voilà. Merci. Merci pour ce retour. Alors, du coup, on a une question très intéressante. Alors, je vais fusionner parce qu'il y a eu plusieurs fois cette question-là. Avez-vous déjà eu à prendre en charge au fauteuil un patient autiste avec déficience intellectuelle? Si oui, comment avez-vous réalisé la transe? Et je rejoins du coup avec une autre question sur les personnes en situation de handicap, avec autisme encore une fois, ou en polyhandicap non verbal. Comment est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et si vous pouvez nous partager votre expérience, si c'est le cas. Je crois qu'on peut répondre, je laisserai Marine compléter ma réponse de différentes façons. Une première règle qui est pour nous essentielle, notamment à l'Institut français d'hypnose, c'est qu'on le dit et on le répète systématiquement dans notre éthique,
on fait avec l'hypnose ce que l'on sait faire sans hypnose et que si on n'a pas l'habitude de soigner ces populations qui présentent des troubles du déficit intellectuel, c'est pas parce qu'on connaît l'hypnose que tout d'un coup, on peut faire de la gériatrie avec des patients Alzheimer, que tout d'un coup, on peut prendre en charge des troubles du spectre autistique. Donc, ça c'est vraiment un premier élément qui est essentiel à concevoir, c'est-à-dire que un chirurgien dentiste formé à l'hypnose ne devient pas addictologue parce qu'il a fait de l'hypnose, il est addictologue et il utilise l'hypnose dans ses pratiques d'addictologie et c'est bien comme ça. La deuxième chose, c'est que l'hypnose n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a des situations médicales pour lesquelles l'hypnose n'a aucune indication ou certains patients pour qui l'hypnose ne fonctionnera jamais et qu'encore une fois, parce que nous savons soigner les gens indépendamment de la pratique de l'hypnose, eh bien, si l'hypnose ne fonctionne pas chez ces personnes, si on ne se sent pas ce jour-là à pratiquer l'hypnose avec cette personne, ben, ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres méthodes et on les maîtrise très bien. Et puis, le troisième point de réponse un peu contextuel et un peu théorique, c'est de dire que l'image d'Épinal de quelqu'un d'hypnotisé, comme nous l'a montré un peu Marine chez cette patiente qui est complètement détendue, qui est complètement relâchée, qui est vraiment le très bel exemple de ce qu'est une séance d'hypnose telle qu'on l'imagine, j'allais dire telle qu'on la fantasme. Mais il nous arrive de faire de l'hypnose avec des gens qui parlent, avec des gens qui sont agités, avec des gens et que il faut bien se dire que, comme l'a très bien dit Marine, l'hypnose, c'est comment je peux permettre à un être humain d'aller chercher au plus profond de lui ce qu'il a de plus précieux, qui est son imaginaire, et comment cet imaginaire, cette imagination, va lui permettre de réaliser ce qu'il doit réaliser. Et moi, j'ai filmé, comme Marine, des dizaines de séances de soins avec des patients phobiques. Ils sont crispés, ils sont tendus, et quand on regarde juste la vidéo sans le son, on ne peut pas imaginer qu'ils sont en train d'expérimenter de l'hypnose. Pour autant, le soin n'aurait pas été possible sans l'hypnose. Donc, quand on parle d'hypnose dans ces populations très spécifiques handicapées, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit une hypnose classique, enfin, en tout cas avec un patient qui a une anxiété ou un neurotypique, comme on dit. Je ne sais pas si, Marine, tu avais d'autres précisions. Oui, alors je soigne plusieurs patients qui présentent un trouble du spectre autistique. Eh ben, je dirais que ça dépend quel est l'objectif. Il y a des patients avec qui ça permet déjà un examen intrabuccal en mettant un miroir dans la bouche. Et en fait, c'est déjà pas mal. Et sans l'hypnose, ben, on n'arrive même pas à les faire asseoir sur le fauteuil. Alors, réussir à mettre un miroir, c'est quand même déjà une première étape. Il y a d'autres patients avec qui ça me permet de faire des détartrages. Et c'est pareil, hein, ce n'est pas des patients qui ont toujours accès à une hygiène orale bonne parce qu'une une hypersensibilité à mettre une brosse à dents dans la bouche, etc. Donc, pouvoir réaliser un détartrage, c'est déjà super. Voilà, donc on redéfinit cet objectif de soin aussi en fonction de ce qui se passe. Mais en tout cas, je dirais que toute cette approche en communication qu'on va avoir va déjà permettre une bonne alliance. Et dans la bonne alliance, ensuite, on va définir l'objectif de soin. On va prendre un temps un peu plus long à définir cet objectif de soin. Et puis, pour un certain nombre d'entre eux, il y a d'ailleurs, c'est quelque chose qui, de ce que j'en sais, est travaillé dans le trouble du spectre autistique, mais il y a la notion de désensibilisation, c'est-à-dire que exposé au milieu dentaire, aux praticiens dentaires, etc., au fur et à mesure des séances, il peut y avoir une sorte d'habitude et donc on peut aller vers des soins un peu plus complexes éventuellement en y associant ou non du méopa. Mais oui, c'est des choses qu'on... Moi, je n'ai pas de méopa, c'est un choix. Et j'arrive parfois à soigner des patients avec un trouble du spectre autistique. En fait, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. J'arrive parfois. Mais je dirais que ça permet quand même une approche plus confortable. On sait plus quoi faire, même si on ne fait pas le soin. D'accord. Merci. On a une question sur donc, quels sont les principaux freins à l'induction hypnotique chez un patient, notamment un enfant, et comment le praticien peut-il les anticiper, les lever pour favoriser l'entrée dans l'état hypnotique? Je réponds ou tu réponds, Vianney, comme tu veux? Vas-y, Marie, vas-y. Alors, un enfant, c'est large. Ça dépend d'un enfant de quel âge. L'hypnose au sens dissocié du terme, comme on voit, c'est-à-dire vraiment partie complètement ailleurs dans son imaginaire. On dit que c'est plutôt à partir de 6 ans. Avant, on a des états d'hypnose plus fluctuants. Mais même à 6 ans, c'est encore un peu ici et ailleurs. La particularité de l'enfant, c'est que
faire travailler son imaginaire, c'est le quotidien de l'enfant. Ça, il sait extrêmement bien faire. Imagine, tu vois un chien rose à paillettes, ah ben il le voit. Par contre, il revient extrêmement vite à la réalité aussi, contrairement à l'adulte qui est un peu plus stable dans sa transe. Donc, il faut jouer avec cette versatilité. Voilà, il faut jouer avec ça. Et la question, c'était quels sont les freins? Les freins, ça va être l'alliance thérapeutique qu'on peut avoir avec le patient. Ça va être l'alliance thérapeutique qu'on va avoir avec le parent qui accompagne l'enfant, parce que parfois, le patient dissocié par son stress, c'est pas l'enfant, mais c'est le parent. Donc, l'hypnose permet aussi d'accompagner ça. On voit en formation comment faire pour créer une alliance à trois et comment faire pour faire de l'hypnose avec l'enfant et parfois avec le parent en même temps. Et les freins, finalement, c'est quel est l'objectif de soin? J'y reviens souvent, mais faire de l'hypnose, oui, mais faire de l'hypnose pourquoi? Et cette alliance, elle peut mettre un petit peu de temps à se construire avec les enfants. Peut-être que sur la première séance de soins, ce sera simplement de regarder dans la bouche et ou de toucher les dents avec des instruments. Et à la deuxième séance de soins, on pourra aller un petit peu plus loin parce que cette alliance est plus construite et parce qu'on pourra utiliser d'autres techniques d'hypnose qui amènent vers une dissociation un peu plus importante. Mais pour que l'enfant se laisse aller dans cette dissociation et que le parent accepte aussi que son enfant, que vous accompagnez son enfant dans cette dissociation-là, il faut une alliance thérapeutique qui soit suffisamment solide. Donc le frein, je sais pas, Vianney, si toi tu vois un frein. Les freins, c'est les freins qu'on peut se mettre soi très souvent. Ah oui, parce que c'est peut-être, vous savez, on travaille beaucoup avec l'hypnose, avec cette question-là, c'est-à-dire que nous sommes, nous les praticiens, nous les assistants dentaires, nous sommes la suggestion. Donc, si je suis en train de me dire je n'y arriverai pas ou ce patient n'y arrivera pas, finalement, on crée ce que l'on croit. Et ça, c'est une des règles assez absolues de l'hypnose. C'est ce qu'on appelle véritablement le constructivisme. On crée la réalité que l'on provoque et très souvent, c'est le praticien ou le patient le principal frein. Donc, c'est là tout l'exercice et tout l'amusement de l'hypnose, c'est de dépasser ses propres freins, je crois. Très bien, merci. Alors, on va approcher de l'heure de fin de ce webinaire. Peut-être très rapidement, une ou deux autres questions. On en a une concernant les autorisations. Donc, est-ce qu'il faut des autorisations pour pratiquer l'hypnose? Et la deuxième qui est liée, c'est est-ce qu'il faut obtenir le consentement du patient? Alors, la deuxième question est essentielle parce qu'on ne fait pas de l'hypnose contre quelqu'un, on ne fait pas de l'hypnose en le cachant à quelqu'un et que l'hypnose, c'est une co-construction et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est une méthode de communication où finalement, l'hypnose, c'est pas dans le patient, l'hypnose, c'est pas dans le praticien. L'hypnose, c'est ce qui se passe entre le praticien et son patient. Donc, on a besoin, et Marine l'a dit dans sa première diapositive, on a besoin de la confiance du patient. Le patient doit avoir confiance en nous et on doit avoir confiance en lui. Et s'il n'y a pas cette confiance, il n'y aura pas d'hypnose. Donc, oui, on dit au patient qu'on va pratiquer de l'hypnose. Et d'ailleurs, le mot hypnose est hypnotique. Donc, c'est intéressant de dire à un patient on va faire de l'hypnose. Ça le fait rentrer lui-même en hypnose et nous-mêmes, ça nous met en hypnose. Mais cette question, elle est fondamentale. Le consentement dans les soins, globalement, l'autorisation que nous donne le patient à ce que nous mettions nos doigts dans la bouche du patient est déjà en soi un consentement. Donc, pour l'hypnose, c'est encore plus intéressant. Et je crois qu'il faut dire aux gens qu'on va leur proposer une séance d'hypnose et qu'on va faire ensemble de l'hypnose. Et puis la deuxième question est là aussi intéressante parce que je reviens sur ma règle éthique, je fais avec l'hypnose ce que je sais faire sans hypnose. Donc il n'y a pas d'autorisation légale, l'hypnose n'est pas reconnue aujourd'hui en France. Par contre, on pourrait reprocher à un chirurgien dentiste de faire de la psychiatrie parce qu'il fait de l'hypnose et qu'il en profite pour faire une désintox d'héroïne, parce qu'il fait de l'hypnose et que tout d'un coup, il fait un exercice illégal de la médecine. En France, avec les assistants dentaires, le sujet est un petit peu plus compliqué peut-être, mais les assistants dentaires sont d'excellents praticiens d'hypnose. En tout cas, moi, à chaque fois que je les ai formés, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai vu qu'elles utilisaient cet outil avec peut-être plus d'aisance encore que les praticiens eux-mêmes. Et que tant qu'une assistante dentaire travaille avec un patient sous la responsabilité du praticien ou dans le même champ de pratique que le praticien, il n'y a aucune difficulté réglementaire sur cette question-là.
Très bien. Alors effectivement, dans un champ technique comme la dentisterie, où la pratique est clairement identifiée, c'est vrai que ça paraît logique de se dire qu'avec l'hypnose, on va rester dentiste et on va aller plus loin. Il y a un champ, une profession avec laquelle il y a un peu plus d'ambiguïté. C'est pour ça qu'à l'IFH, on est vraiment très clair là-dessus, c'est le champ de la psychologie. Parfois, les gens considèrent que grâce à une formation en hypnose, ils vont pouvoir accompagner psychologiquement des patients. Eh bien, en fait, il faut un bagage en psychologie pour pouvoir accompagner un patient. Et ça, c'est vraiment important en termes de sécurité des patients et en termes de protection aussi du personnel, du professionnel, puisque sa responsabilité, bien sûr, est engagée. Peut-être une dernière question, Estelle, avant de se quitter. Oui, oui, tout à fait. On a une question sur l'environnement de travail. Alors, avez-vous modifié des objets dans votre environnement? Donc, la personne, elle écrit, donc je pense à des atténuateurs pour l'aspiration ou des instruments d'ergothérapeute, vibreurs buccaux pour stimulation, par exemple, ou autres, des formes abstraites visibles depuis le fauteuil. Alors là, mais oui, modifiez votre environnement. Mais ne cherchez pas à atténuer, faites avec. Chercher à atténuer, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Alors là, il y a une photo qui est une photo de mon cabinet. Donc j'ai une plaque qui est dessinée, décorée au-dessus du plafond, que je change régulièrement. Et les gens disent « Oh, vous avez quelque chose de nouveau ». Bon, bah, quand vous êtes en train de lire, suis-je en train de regarder des fleurs ou ces fleurs sont-elles en train de me regarder? Le temps que vous passez à réfléchir à ça, vous n'êtes pas en train de penser aux soins dentaires. Bien évidemment, c'est fait dans l'alliance, dans l'objectif commun de soins, etc. Et parfois, les patients, l'hypnose, c'est simplement ça. Je leur dis, mais je sais, vous allez regarder et réfléchir à la question. Alors bon, ça va durer quelques minutes. Et après, je leur dis, regardez bien les fleurs, elles sont toutes en double, sauf une. Quand vous leur avez dit ça, ils sont obligés de chercher laquelle est unique. Et ils me disent, mais c'est fou parce que je veux pas chercher, mais je suis quand même en train de chercher. Et puis après, je leur fais compter les couleurs, je leur fais deviner ma fleur préférée. Si vraiment ils sont très très forts ou que le soin dure longtemps, je leur fais compter le nombre de E dans la phrase. Ça prend un peu de temps parce que je leur demande de recompter. Enfin, tout ce qui peut occuper leur cerveau en leur disant, quand vous pensez à quelque chose, vous ne pensez pas à autre chose. Sous-entendu, quand vous pensez à ce que je vous raconte, vous ne pensez pas à ce que je fais dans votre bouche. Et pour le bruit, chez le dentiste qui est très présent, on peut en faire une force. Je leur dis souvent, dans la transe hypnotique, mais ça peut être aussi parfois dit comme ça dans la conversation, plus vous entendez le bruit de l'air, alors j'appelle ça le bruit de l'air, c'est assez poétique, hein. Et plus ça permet de mieux se concentrer sur le son de ma voix. Alors dit comme ça paraît un peu bizarre, mais c'est très, très hypnotique et ça marche extrêmement bien en dissociation. Et finalement, plus il y a de bruit extérieur et plus il y a ma voix qui devient présente à leurs oreilles. Et ça m'arrange bien, hein. Et voilà, donc je ne cherche pas à atténuer ce qu'on a, je cherche à faire avec. Je dirais ça. Et puis, les objets qu'on modifie, alors là, oui, évidemment, hein, on peut jouer aussi sur la déco. Moi, je fais beaucoup de tenir un objet au patient pour induire l'hypnose. J'ai une boîte magique dans laquelle il y a tout un tas de choses. Bon, évidemment, jouons avec notre environnement. Et on a quand même la chance, en tout cas pour ceux qui sont en libéral, de pouvoir choisir et moduler notre environnement. Ça, c'est quand même une chance incroyable, parce que c'est quand même nous qui décidons. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine, Vianney et Estelle. C'était très clair, très intéressant. Et merci à tous les participants également. Et donc, à bientôt sur nos réseaux sociaux, nos prochains webinaires. Il y en a un le mois prochain sur la communication thérapeutique, par exemple. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci.